Un jour, ma mère me dit, puisque tu parles toujours de madame de Guermantes, comme le docteur Percepied l'a très bien soignée il y a 4 ans, elle doit venir à Combray pour y assister au mariage de sa fille. Tu pourras l'apercevoir à la cérémonie. C'était du reste par le docteur Percepied que j'avais le plus entendu parler de madame de Guermantes, et il nous avait même montré le numéro d'une revue illustrée où elle était représentée dans le costume qu'elle portait à un bal travesti chez la princesse de Léon. Tout d'un coup, pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le Suisse en se déplaçant me permit de voir assise dans une chapelle une dame blonde, avec un grand nez, des yeux bleus et perçants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et un petit bouton au coin du nez. Et parce que, dans la surface de son visage rouge, comme si elle eût eu très chaud, je distinguais, diluées et à peine perceptibles, des parcelles d'analogie avec le portrait qu'on m'avait montré, parce que surtout les traits particuliers que je relevais en elle, si j'essayais de les énoncer, se formulaient précisément dans les mêmes termes, un grand nez, des yeux bleus, dont s'était servi le docteur Percepied quand il avait décrit devant moi la duchesse de Guermantes, je me dis, cette dame ressemble à madame de Guermantes. Or, la chapelle où elle suivait la messe était celle de Gilbert le Mauvais, sous les plates tombes de laquelle, dorées et distendues comme des alvéoles de miel, reposaient les anciens comtes de Brabant, et que je me rappelais être, à ce qu'on m'avait dit, réservé à la famille de Guermantes quand quelqu'un de ses membres venait pour une cérémonie à Combray. Il ne pouvait vraisemblablement y avoir qu'une seule femme ressemblant au portrait de madame de Guermantes, qui fût ce jour-là, jour où elle devait justement venir, dans cette chapelle. C'était elle. Ma déception était grande. Elle provenait de ce que je n'avais jamais pris garde, quand je pensais à madame de Guermantes, que je me la représentais avec les couleurs d'une tapisserie ou d'un vitrail, dans un autre siècle, d'une autre matière que le reste des personnes vivantes. Jamais je ne m'étais avisé qu'elle pouvait avoir une figure rouge, une cravate mauve comme madame Sazera, et l'ovale de ses joues me fit tellement souvenir de personnes que j'avais vues à la maison que le soupçon m'effleura, pour se dissiper d'ailleurs aussitôt après, que cette dame, en son principe générateur, en toutes ses molécules, n'était peut-être pas substantiellement la duchesse de Guermantes, mais que son corps, ignorant du nom qu'on lui appliquait, appartenait à un certain type féminin qui comprenait aussi des femmes de médecins et de commerçants. C'est cela. Ce n'est que cela, madame de Guermantes, disait la mine attentive et étonnée avec laquelle je contemplais cette image qui, naturellement, n'avait aucun rapport avec celle qui, sous le même nom de madame de Guermantes, était apparue tant de fois dans mes songes, puisque elle n'avait pas été comme les autres arbitrairement formée par moi, mais qu'elle m'avait sauté aux yeux pour la première fois, il y a un moment seulement, dans l'église, qui n'était pas de la même nature, n'était pas colorable à volonté comme elle qui se laissait imbiber de la teinte orangée d'une syllabe, mais était si réelle que tout, jusqu'à ce petit bouton qui s'enflammait au coin du nez, certifiait son assujettissement aux lois de la vie, comme dans une apothéose de théâtre, un plissement de la robe de la fée, un tremblement de son petit doigt dénonce la présence matérielle d'une actrice vivante, là où nous étions incertains si nous n'avions pas devant les yeux une simple projection lumineuse. Mais en même temps, sur cette image que le nez proéminent, les yeux perçants épinglaient dans ma vision, peut-être parce que c'étaient eux qui l'avaient d'abord atteinte, qui y avaient fait la première encoche, au moment où je n'avais pas encore le temps de songer que la femme qui apparaissait devant moi pouvait être madame de Guermantes, sur cette image toute récente, inchangeable, j'essayais d'appliquer l'idée « c'est madame de Guermantes » sans parvenir qu'à la faire manœuvrer en face de l'image, comme deux disques séparés par un intervalle. Mais cette madame de Guermantes à laquelle j'avais si souvent rêvé, maintenant que je voyais qu'elle existait
effectivement en dehors de moi, en prit plus de puissance encore sur mon imagination qui, un moment paralysée au contact d'une réalité si différente de ce qu'elle attendait, se mit à réagir et à me dire « Glorieux des avant Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur leurs vassaux. La duchesse de Guermantes descend de Geneviève de Brabant. Elle ne connaît ni ne consentirait à connaître aucune des personnes qui sont ici. » Et, ô merveilleuse indépendance des regards humains, retenu au visage par une corde si lâche, si longue, si extensible qu'ils peuvent se promener seuls loin de lui, pendant que madame de Guermantes était assise dans la chapelle au-dessus des tombes de ses morts, ses regards flânaient çà et là, montaient le long des piliers, s'arrêtaient même sur moi comme un rayon de soleil errant dans la nef, mais un rayon de soleil qui, au moment où je reçus sa caresse, me sembla conscient. Quant à madame de Guermantes elle-même, comme elle restait immobile, assise comme une mère qui semble ne pas voir les audaces espiègles et les entreprises indiscrètes de ses enfants qui jouent et interpellent des personnes qu'elle ne connaît pas, il me fut impossible de savoir si elle approuvait ou blâmait, dans le désœuvrement de son âme, le vagabondage de ses regards. Je trouvais important qu'elle ne partît pas avant que j'eusse pu la regarder suffisamment, car je me rappelais que depuis des années, je considérais sa vue comme éminemment désirable, et je ne détachais pas mes yeux d'elle, comme si chacun de mes regards eût pu matériellement emporter et mettre en réserve en moi le souvenir du nez proéminent, des joues rouges, de toutes ces particularités qui me semblaient autant de renseignements précieux, authentiques et singuliers sur son visage. Maintenant que me le faisaient trouver beau toutes les pensées que j'y rapportais, et peut-être surtout, forme de l'instinct de conservation des meilleures parties de nous-mêmes, ce désir qu'on a toujours de ne pas avoir été déçu, la replaçant, puisque c'était une seule personne, qu'elle et cette duchesse de Guermantes que j'avais évoquée jusque-là, hors du reste de l'humanité, dans laquelle la vue pure et simple de son corps me l'avait fait un instant confondre, je m'irritais en entendant dire autour de moi « Elle est mieux que madame Sazera, que mademoiselle Vinteuil », comme si elle leur eût été comparable. Et mes regards s'arrêtant à ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à la tache de son cou, et omettant les traits qui eussent pu me rappeler d'autres visages, je m'écriais devant ce croquis volontairement incomplet « Qu'elle est belle, quelle noblesse !» Comme c'est bien une fière Guermante, la descendante de Geneviève de Brabant, que j'ai devant moi. Et l'attention avec laquelle j'éclairais son visage l'isolait tellement qu'aujourd'hui, si je repense à cette cérémonie, il m'est impossible de revoir une seule des personnes qui y assistaient, sauf elle, et le Suisse qui répondit affirmativement quand je lui demandai si cette dame était bien madame de Guermantes. Mais elle, je la revois, surtout au moment du défilé dans la sacristie qu'éclairait le soleil intermittent et chaud d'un jour de vent et d'orage, et dans laquelle madame de Guermantes se trouvait au milieu de tous ces gens de Combray, dont elle ne savait même pas les noms, mais dont l'infériorité proclamait trop sa suprématie pour qu'elle ne ressentît pas pour eux une sincère bienveillance, et auquel, du reste, elle espérait imposer davantage encore à force de bonne grâce et de simplicité. Aussi, ne pouvant émettre ces regards volontaires, chargés d'une signification précise qu'on adresse à quelqu'un qu'on connaît, mais seulement laisser ses pensées distraites s'échapper incessamment devant elle en un flot de lumière bleue qu'elle ne pouvait contenir, elle ne voulait pas qu'il pût gêner, paraître dédaigner ces petites gens qu'il rencontrait au passage, qu'il atteignait à tout moment. Je revois encore, au-dessus de sa cravate mauve, soyeuse et gonflée, le doux étonnement de ses yeux, auquel elle avait ajouté, sans oser le destiner à personne, mais pour que tous pussent en prendre leur part, un sourire un peu timide de suzeraine
qui a l'air de s'excuser auprès de ses vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi qui ne la quittait pas des yeux. Alors, me rappelant ce regard qu'elle avait laissé s'arrêter sur moi pendant la messe, bleu comme un rayon de soleil qui aurait traversé le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis « Mais sans doute elle fait attention à moi. » Je crus que je lui plaisais, qu'elle penserait encore à moi quand elle aurait quitté l'église, qu'à cause de moi, elle serait peut-être triste le soir à Guermantes. Et aussitôt je l'aimais. Car s'il peut quelquefois suffire pour que nous aimions une femme, qu'elle nous regarde avec mépris, comme j'avais cru qu'avait fait mademoiselle Swann, et que nous pensions qu'elle ne pourra jamais nous appartenir, quelquefois aussi, il peut suffire qu'elle nous regarde avec bonté, comme faisait madame de Guermantes, et que nous pensions qu'elle pourra nous appartenir. Ses yeux bleuissaient comme une pervenche impossible à cueillir, et que pourtant elle m'eût dédiée. Et le soleil menacé par un nuage, mais dardant encore de toute sa force sur la place et dans la sacristie, donnait une carnation de géranium au tapis rouge qu'on y avait étendu par terre pour la solennité, et sur lesquels s'avançait en souriant madame de Guermantes, et ajoutait à leur lainage un velouté rose, un épiderme de lumière, cette sorte de tendresse, de sérieuse douceur dans la pompe et dans la joie, qui caractérise certaines pages de Lohengrin, certaines peintures de Carpaccio, et qui font comprendre que Baudelaire ait pu appliquer au son de la trompette l'épithète de délicieux. Combien depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu'auparavant de n'avoir pas de disposition pour les lettres et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j'en éprouvais, tandis que je restais seul à rêver un peu à l'écart, me faisaient tant souffrir que pour ne plus les ressentir, de lui-même, par une sorte d'inhibition devant la douleur, mon esprit s'arrêtait entièrement de penser au vers, au roman, à un avenir poétique sur lequel mon manque de talent m'interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin, me faisaient arrêter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient, et aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher, au-delà de ce que je voyais, quelque chose qu'ils m'invitaient à venir prendre, et que malgré mes efforts, je n'arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, attaché d'aller avec ma pensée au-delà de l'image ou de l'odeur. S'il me fallait rattraper mon grand-père pour suivre ma route, je cherchais à les retrouver en fermant les yeux. Je m'attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui, sans que je pusse comprendre pourquoi, m'avait semblé pleine, prête à s'entr'ouvrir, à me livrer ce dont elle n'était qu'un couvercle. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier dépourvu de valeur intellectuelle et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins, elles me donnaient un plaisir irraisonné, l'illusion d'une sorte de fécondité, et par là me distrayaient de l'ennui, du sentiment de mon impuissance que j'avais éprouvé chaque fois que j'avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Mais le devoir de conscience était si ardu que m'imposaient ces impressions de forme, de parfum ou de couleur, de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne tardais pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m'épargner cette fatigue. Par bonheur, mes parents m'appelaient, je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu'il valait mieux n'y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer d'avance sans résultat.
Alors je ne m'occupais plus de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum, bien tranquille puisque je la ramenais à la maison, protégée par le revêtement d'images sous lesquelles je la trouverais vivante, comme les poissons que, les jours où on m'avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans mon panier, couverts par une couche d'herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la maison, je songeais à autre chose, et ainsi s'entassaient dans mon esprit, comme dans ma chambre les fleurs que j'avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu'on m'avait donnés, une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie, que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Une fois pourtant, où notre promenade s'étant prolongée fort au-delà de sa durée habituelle, nous avions été bien heureux de rencontrer à mi-chemin du retour, comme l'après-midi finissait, le docteur Percepied, qui passait en voiture à bride abattue, nous avait reconnus et fait monter avec lui. J'eus une impression de ce genre et ne l'abandonnai pas sans un peu l'approfondir. On m'avait fait monter près du cocher. Nous allions comme le vent, parce que le docteur avait encore, avant de rentrer à Combray, à s'arrêter à Martinville-le-Sec, chez un malade à la porte duquel il avait été convenu que nous l'attendrions. Au tournant d'un chemin, j'éprouvai tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les 2 clochers de Martinville, sur lesquels donnait le soleil couchant, et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l'air de faire changer de place. Puis celui de Vieux-Vic qui, séparé d'eux par une colline et une vallée, et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d'eux. En constatant, en notant la forme de leurs flèches, le déplacement de leurs lignes, l'ensoleillement de leur surface, je sentais que je n'allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu'il semblait contenir et dérober à la fois. Les clochers paraissaient si éloignés, et nous avions l'air de si peu nous rapprocher d'eux, que je fus étonné quand, quelques instants après, nous nous arrêtâmes devant l'église de Martinville. Je ne savais pas que la raison du plaisir que j'avais eu à les apercevoir à l'horizon et l'obligation de chercher à découvrir cette raison me semblaient bien pénibles. J'avais envie de garder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil et de n'y plus penser maintenant. Et il est probable que si je l'avais fait, les 2 clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d'arbres, de toits, de parfums, de sons que j'avais distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu'ils m'avaient procuré et que je n'ai jamais approfondi. Je descendis causer avec mes parents en attendant le docteur. Puis nous repartîmes. Je repris ma place sur le siège. Je tournai la tête pour voir encore les clochers qu'un peu plus tard j'aperçus une dernière fois au tournant d'un chemin. Le cocher, qui ne semblait pas disposé à causer, ayant à peine répondu à mes propos, force me fut, faute d'autre compagnie, de me rabattre sur celle de moi-même et d'essayer de me rappeler mes clochers. Bientôt, leurs lignes et leur surface ensoleillée, comme si elles avaient été une sorte d'écorce, se déchirèrent. Un peu de ce qui m'était caché en elles m'apparut. J'eus une pensée qui n'existait pas pour moi l'instant avant, qui se formula en mots dans ma tête, et le plaisir que m'avait fait tout à l'heure éprouver leur vue s'en trouva tellement accru que, pris d'une sorte d'ivresse, je ne pus plus penser à autre chose. À ce moment, et comme nous étions déjà loin de Martinville, en tournant la tête, je les aperçus de nouveau, tout noirs cette fois, car le soleil était déjà couché. Par moments, les tournants du chemin me les dérobaient,
Puis ils se montrèrent une dernière fois, et enfin je ne les vis plus. Sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martainville devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase, puisque c'était sous la forme de mots qui me faisaient plaisir que cela m'était apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je composai, malgré les cahots de la voiture, pour soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme, le petit morceau suivant que j'ai retrouvé depuis et auquel je n'ai eu à faire subir que peu de changements. Seul, s'élevant du niveau de la plaine et comme perdu en rase campagne, montaient vers le ciel les 2 clochers de Martainville. Bientôt nous en vîmes 3. Venant se placer en face d'eux par une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieux-Vic, les avait rejoints. Les minutes passaient, nous allions vite, et pourtant les 3 clochers étaient toujours au loin devant nous, comme 3 oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu'on distingue au soleil. Puis le clocher de Vieux-Vic s'écarta, prit ses distances, et les clochers de Martainville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant que même à cette distance, sur leur pente, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher d'eux que je pensais au temps qu'il faudrait encore pour les atteindre quand, tout d'un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds. Et ils s'étaient jetés si rudement au-devant d'elle qu'on n'eut que le temps d'arrêter pour ne pas se heurter aux porches. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Martainville depuis un peu de temps, et le village, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu. Que, restés seuls à l'horizon à nous regarder fuir, ces clochers et celui de Vieux-Vic agitaient encore en signe d'adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois l'un s'effaçait pour que les 2 autres puissent nous apercevoir un instant encore. Mais la route changea de direction. Ils virèrent dans la lumière comme 3 pivots d'or et disparurent à mes yeux. Mais un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je les aperçus une dernière fois de très loin, qui n'étaient plus que comme 3 fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi aux 3 jeunes filles d'une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin, et après quelques gauches trébuchements de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les autres, glisser l'un derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire, charmante et résignée, et s'effacer dans la nuit. Je ne repensai jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand, au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martainville, j'eus fini de l'écrire. Je me trouvais si heureux. Je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux, que, comme si j'avais été moi-même une poule, et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. Pendant toute la journée, dans ces promenades, j'avais pu rêver au plaisir que ce serait d'être l'ami de la duchesse de Guermantes, de pêcher la truite, de me promener en barque sur la Vivonne, et, avide de bonheur, ne demander en ces moments-là rien d'autre à la vie que de se composer toujours d'une suite d'heureux après-midi. Mais quand sur le chemin du retour j'avais aperçu sur la gauche une ferme, assez distante de 2 autres qui étaient au contraire très rapprochées, et à partir de laquelle, pour entrer dans Combray, il n'y avait plus qu'à prendre une allée de chênes bordée d'un côté de prés appartenant chacun à un petit enclos, et plantés à intervalles égaux de pommiers qui y portaient, quand ils étaient éclairés par le soleil couchant, le dessin japonais de leurs ombres, brusquement mon cœur se mettait à battre.
Je savais qu'avant une demi-heure nous serions rentrés et que, comme c'était de règle les jours où nous étions allés du côté de Guermantes et où le dîner était servi plus tard, on m'enverrait me coucher sitôt ma soupe prise, de sorte que ma mère, retenue à table comme s'il y avait du monde à dîner, ne monterait pas me dire bonsoir dans mon lit. La zone de tristesse où je venais d'entrer était aussi distincte de la zone où je m'élançais avec joie. Il y avait un moment encore que, dans certains ciels, une bande rose est séparée comme par une ligne d'une bande verte ou d'une bande noire. On voit un oiseau voler dans le rose, il va en atteindre la fin, il touche presque au noir, puis il y est entré. Les désirs qui, tout à l'heure, m'entouraient, d'aller à Guermantes, de voyager, d'être heureux, j'étais maintenant tellement en dehors d'eux que leur accomplissement ne m'eût fait aucun plaisir. Comme j'aurais donné tout cela pour pouvoir pleurer toute la nuit dans les bras de maman. Je frissonnais. Je ne détachais pas mes yeux angoissés du visage de ma mère, qui n'apparaîtrait pas ce soir dans la chambre, où je me voyais déjà par la pensée. J'aurais voulu mourir. Et cet état durerait jusqu'au lendemain, quand les rayons du matin, appuyant comme le jardinier leurs barreaux au mur revêtu de capucines qui grimpaient jusqu'à ma fenêtre, je sauterais à bas du lit pour descendre vite au jardin, sans plus me rappeler que le soir ramènerait jamais l'heure de quitter ma mère. Et de la sorte, c'est du côté de Guermantes que j'ai appris à distinguer ces états qui se succèdent en moi, pendant certaines périodes, et vont jusqu'à se partager chaque journée, l'un revenant chasser l'autre avec la ponctualité de la fièvre, contigus, mais si extérieurs l'un à l'autre, si dépourvus de moyens de communication entre eux, que je ne puis plus comprendre, plus même me représenter dans l'un ce que j'ai désiré ou redouté, ou accompli dans l'autre. Aussi le côté de mes églises et le côté de Guermantes reste-t-il pour moi lié à bien des petits événements de celle de toutes les diverses vies que nous menons parallèlement, qui est la plus pleine de péripéties, la plus riche en épisodes, je veux dire la vie intellectuelle. Sans doute elle progresse en nous insensiblement, et les vérités qui en ont changé pour nous le sens et l'aspect, qui nous ont ouvert de nouveaux chemins, nous en préparions depuis longtemps la découverte, mais c'était sans le savoir, et elles ne datent pour nous que du jour, de la minute où elles nous sont devenues visibles. Les fleurs qui jouaient alors sur l'herbe, l'eau qui passait au soleil, tout le paysage qui environna leur apparition continue à accompagner leur souvenir de son visage inconscient ou distrait. Et certes, quand ils étaient longuement contemplés par cet humble passant, par cet enfant qui rêvait, comme l'est un roi par un mémorialiste perdu dans la foule, ce coin de nature, ce bout de jardin, n'eussent pu penser que ce serait grâce à lui qu'ils seraient appelés à survivre en leurs particularités les plus éphémères. Et pourtant ce parfum d'aubépine qui butine le long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le gravier d'une allée, une bulle formée contre une plante aquatique par l'eau de la rivière et qui crève aussitôt, mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d'années successives, tandis qu'alentour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Parfois ce morceau de paysage, amené ainsi jusqu'à aujourd'hui, se détache si isolé de tout qu'il flotte incertain dans ma pensée comme une déloce fleurie, sans que je puisse dire de quel pays, de quel temps, peut-être tout simplement de quel rêve il vient. Mais c'est surtout comme à des gisements profonds de mon sol mental, comme aux terrains résistants sur lesquels je m'appuie encore, que je dois penser aux côtés de mes églises et aux côtés de Guermantes. C'est parce que je croyais aux choses, aux êtres, tandis que je les parcourais, que les choses, les êtres qu'ils m'ont fait connaître, sont les seuls que je prenne encore au sérieux et qui me donnent encore de la joie.
soit que la foi qui crée soit tarie en moi, soit que la réalité ne se forme que dans la mémoire, les fleurs qu'on me montre aujourd'hui pour la première fois ne me semblent pas de vraies fleurs. Le côté de mes églises avec ses lilas, ses aubépines, ses bleuets, ses coquelicots, ses pommiers, le côté de Guermantes avec sa rivière à tétard, ses nymphéas et ses boutons d'or ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où j'aimerais vivre, où j'exige avant tout qu'on puisse aller à la pêche, se promener en canot, voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blés, ainsi qu'était Saint-André-des-Champs, une église monumentale, rustique et dorée comme une meule. Et les bleuets, les aubépines, les pommiers qu'il m'arrive quand je voyage de rencontrer encore dans les champs, parce qu'ils sont situés à la même profondeur, au niveau de mon passé, sont immédiatement en communication avec mon cœur. Et pourtant, parce qu'il y a quelque chose d'individuel dans les lieux, quand me saisit le désir de revoir le côté de Guermantes, on ne le satisferait pas en me menant au bord d'une rivière où il y aurait d'aussi beaux, de plus beaux nymphéas que dans la Vivonne, pas plus que le soir en rentrant, à l'heure où s'éveillait en moi cette angoisse qui, plus tard, émigre dans l'amour et peut devenir à jamais inséparable de lui, je n'aurais souhaité que vint me dire bonsoir une mère plus belle et plus intelligente que la mienne. Non. De même que ce qu'il me fallait pour que je puisse m'endormir heureux, avec cette paix sans trouble qu'aucune maîtresse n'a pu me donner depuis, puisqu'on doute d'elle encore au moment où on croit en elle et qu'on ne possède jamais leur cœur comme je recevais dans un baiser celui de ma mère, tout entier, sans la réserve d'une arrière-pensée, sans le reliquat d'une intention qui ne fut pas pour moi, c'est que ce fut elle, c'est qu'elle inclina vers moi ce visage où il y avait au-dessous de l'œil quelque chose qui était, paraît-il, un défaut, et que j'aimais à l'égal du reste. De même, ce que je veux revoir, c'est le côté de Guermantes que j'ai connu, avec la ferme qui est peu éloignée des deux suivantes, serrées l'une contre l'autre, à l'entrée de l'allée des chênes. Ce sont ces prairies où, quand le soleil les rend réfléchissantes comme une mare, se dessinent les feuilles des pommiers. C'est ce paysage dont parfois, la nuit dans mes rêves, l'individualité m'étreint avec une puissance presque fantastique et que je ne peux plus retrouver au réveil. Sans doute pour avoir à jamais indissolublement uni en moi des impressions différentes, rien que parce qu'il me les avait fait éprouver en même temps, le côté de mes églises ou le côté de Guermantes m'ont exposé, pour l'avenir, à bien des déceptions, et même à bien des fautes. Car souvent j'ai voulu revoir une personne sans discerner que c'était simplement parce qu'elle me rappelait une haie d'aubépines, et j'ai été induit à croire, à faire croire à un regain d'affection par un simple désir de voyage, mais par là même aussi, et en restant présent en celle de mes impressions d'aujourd'hui auxquelles ils peuvent se relier, il leur donne des assises, de la profondeur, une dimension de plus qu'aux autres. Il leur ajoute aussi un charme, une signification qui n'est que pour moi. Quand par les soirs d'été, le ciel harmonieux gronde comme une bête fauve et que chacun boude l'orage, c'est aux côtés de mes églises que je dois de rester seul en extase, à respirer, à travers le bruit de la pluie qui tombe, l'odeur d'invisible et persistant lilas. C'est ainsi que je restais souvent jusqu'au matin à songer au temps de Combray, à mes tristes soirées sans sommeil, à tant de jours aussi dont l'image m'avait été plus récemment rendue par la saveur, ce qu'on aurait appelé à Combray le parfum, d'une tasse de thé, et par association de souvenirs à ce que, bien des années après avoir quitté cette petite ville, j'avais appris au sujet d'un amour que Swann avait eu avant ma naissance, avec cette précision dans les détails plus facile à obtenir quelquefois pour la vie de personnes mortes il y a des siècles que pour celle de nos meilleurs amis, et qui semble impossible, comme semblait impossible de causer d'une ville à une autre,
tant qu'on ignore le biais par lequel cette impossibilité a été tournée. Tous ces souvenirs ajoutés les uns aux autres ne formaient plus qu'une masse, mais non sans qu'on ne pût distinguer entre eux, entre les plus anciens et ceux plus récents, nés d'un parfum, puis ceux qui n'étaient que les souvenirs d'une autre personne de qui je les avais appris, sinon des fissures, des failles véritables, du moins ces veinures, ces bigarrures de coloration qui, dans certaines roches, dans certains marbres, révèlent des différences d'origine, d'âge, de formation. Certes, quand approchait le matin, il y avait bien longtemps qu'était dissipée la brève incertitude de mon réveil. Je savais dans quelle chambre je me trouvais effectivement, je l'avais reconstruite autour de moi dans l'obscurité, et, soit en m'orientant par la seule mémoire, soit en m'aidant comme indication d'une faible lueur aperçue, au pied de laquelle je plaçais les rideaux de la croisée, je l'avais reconstruite tout entière et meublée comme un architecte et un tapissier qui gardent leur ouverture primitive aux fenêtres et aux portes. J'avais reposé les glaces et remis la commode à sa place habituelle. Mais à peine le jour, et non plus le reflet d'une dernière braise sur une tringle de cuivre que j'avais pris pour lui, traçait-il dans l'obscurité, et comme à la craie sa première raie blanche et rectificative, que la fenêtre, avec ses rideaux, quittait le cadre de la porte où je l'avais située par erreur, tandis que, pour lui faire place, le bureau que ma mémoire avait maladroitement installé là se sauvait à toute vitesse, poussant devant lui la cheminée et écartant le mur mitoyen du couloir. Une courette régnait à l'endroit où il y a un instant encore s'étendait le cabinet de toilette, et la demeure que j'avais rebâtie dans les ténèbres était allée rejoindre les demeures entrevues dans le tourbillon du réveil, mises en fuite par ce pâle signe qu'avait tracé au-dessus des rideaux le doigt levé du jour. Deuxième partie. Un amour de Swann. Pour faire partie du petit noyau, du petit groupe, du petit clan des Verdurins, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était que le jeune pianiste, protégé par Madame Verdurin cette année-là, et dont elle disait « ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça », enfonçait à la fois Planté et Rubinstein, et que le docteur Cottard avait plus de diagnostic que Potin. Toute nouvelle recrue, à qui les Verdurins ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait immédiatement exclue. Les femmes, étant à cet égard plus rebelles que les hommes à déposer toute curiosité mondaine et l'envie de se renseigner par soi-même sur l'agrément des autres salons, et les Verdurins sentant d'autre part que cet esprit d'examen et ce démon de frivolité pouvaient, par contagion, devenir fatal à l'orthodoxie de la petite Église, ils avaient été amenés à rejeter successivement tous les fidèles du sexe féminin. En dehors de la jeune femme du docteur, ils étaient réduits presque uniquement cette année-là, bien que Madame Verdurin fût elle-même vertueuse et d'une respectable famille bourgeoise excessivement riche et entièrement obscure avec laquelle elle avait peu à peu cessé toute relation, à une personne presque du demi-monde, Madame de Crécy, que Madame Verdurin appelait par son petit nom, Odette, et déclarait être un amour, et à la tante du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon, personnes ignorantes du monde, et à la naïveté de qui il avait été si facile de faire accroire que la princesse de Sagan et la duchesse de Guermantes
étaient obligés de payer des malheureux pour avoir du monde à leur dîner, que si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, l'ancienne concierge et la cocotte eussent dédaigneusement refusé. Les Verdurin n'invitaient pas à dîner. On avait chez eux son couvert mis. Pour la soirée, il n'y avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si ça lui chantait, car on ne forçait personne, et comme disait M. Verdurin, tout pour les amis, vive les camarades. Si le pianiste voulait jouer la chevauchée de la Valkyrie ou le prélude de Tristan, Madame Verdurin protestait. Non que cette musique lui déplût, mais au contraire, parce qu'elle lui causait trop d'impression. Alors vous tenez à ce que j'ai ma migraine ? Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il joue ça, je sais ce qui m'attend. Demain, quand je voudrais me lever, bonsoir, plus personne. S'il ne jouait pas, on causait, et l'un des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, lâchait, comme disait M. Verdurin, une grosse faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde. Madame Verdurin surtout, à qui, tant elle avait l'habitude de prendre au propre les expressions figurées des émotions qu'elle éprouvait, le docteur Cottard, un jeune débutant à cette époque, dut un jour remettre sa mâchoire qu'elle avait décrochée pour avoir trop ri. L'habit noir était défendu, parce qu'on était entre copains. Et pour ne pas ressembler aux ennuyeux, dont on se garait comme de la peste, et qu'on n'invitait qu'aux grandes soirées, données le plus rarement possible, et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien. Le reste du temps, on se contentait de jouer des charades, de souper en costume, mais entre soi, en ne mêlant aucun étranger au petit noyau. Mais au fur et à mesure que les camarades avaient pris plus de place dans la vie de Madame Verdurin, les ennuyeux, les réprouvés, ce fut tout ce qui retenait les amis loin d'elle, ce qui les empêchait quelquefois d'être libres. Ce fut la mère de l'un, la profession de l'autre, la maison de campagne ou la mauvaise santé d'un troisième. Si le docteur Cottard croyait devoir partir en sortant de table pour retourner auprès d'un malade en danger, « Qui sait ?» lui disait Madame Verdurin. « Cela lui fera peut-être beaucoup plus de bien que vous n'alliez pas le déranger ce soir. Il passera une bonne nuit sans vous. Demain matin, vous irez de bonne heure et vous le trouverez guéri. » Dès le commencement de décembre, elle était malade à la pensée que les fidèles lâcheraient pour le jour de Noël et le 1er janvier. La tante du pianiste exigeait qu'il vînt dîner ce jour-là en famille chez sa mère à elle. « Vous croyez qu'elle en mourrait, votre mère ?» s'écria durement Madame Verdurin, « si vous ne dîniez pas avec elle le jour de l'an, comme en province ?» Ces inquiétudes renaissaient à la Semaine sainte. « Vous, docteur, un savant, un esprit fort, vous venez naturellement le vendredi saint comme un autre jour, » dit-elle à Cottard la première année, d'un ton assuré comme si elle ne pouvait douter de la réponse. Mais elle tremblait en attendant qu'il l'eût prononcé, car s'il n'était pas venu, elle risquait de se trouver seule. « Je viendrai le vendredi saint vous faire mes adieux, car nous allons passer les fêtes de Pâques en Auvergne. »« En Auvergne ? Pour vous faire manger par les puces et la vermine ? Grand bien vous fasse !» Et, après un silence, « Si vous nous l'aviez dit, au moins, nous aurions tâché d'organiser cela et de faire le voyage ensemble, dans des conditions confortables. » De même, si un fidèle avait un ami, ou une habituée à un flirt qui serait capable de le faire lâcher quelquefois, les Verdurin, qui ne s'effrayaient pas qu'une femme eût un amant pourvu qu'elle l'eût chez eux, l'aima en eux et ne le leur préféra pas, disaient « Eh bien, amenez-le, votre ami !» Et on l'engageait à l'essai pour voir s'il était capable de ne pas avoir de secret pour Madame Verdurin, s'il était susceptible d'être agrégé au petit clan. S'il ne l'était pas, on prenait à part le fidèle qui l'avait présenté, et on lui rendait le service de le brouiller avec son ami ou avec sa maîtresse. Dans le cas contraire, le nouveau devenait à son tour infidèle. Aussi, quand cette année-là, la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle avait fait la connaissance d'un homme charmant, M. Swann, et insinua qu'il serait très heureux d'être reçu chez eux, M. Verdurin transmit-il séance tenante la requête à sa femme. Il n'avait jamais d'avis qu'après sa femme.
dont son rôle particulier était de mettre à exécution les désirs, ainsi que les désirs des fidèles, avec de grandes ressources d'ingéniosité. Voici Madame de Crécy qui a quelque chose à te demander. Elle désirerait te présenter un de ses amis, Monsieur Swann. Qu'en dis-tu? Mais voyons, est-ce qu'on peut refuser quelque chose à une petite perfection comme ça? Taisez-vous, on ne vous demande pas votre avis, je vous dis que vous êtes une perfection. Puisque vous le voulez, répondit Odette sur un ton de marivaudage, et elle ajouta, vous savez que je ne suis pas fishing for compliments. Eh bien, amenez-le, votre ami, s'il est agréable. Certes, le petit noyau n'avait aucun rapport avec la société où fréquentait Swann, et de purs mondains auraient trouvé que ce n'était pas la peine d'y occuper comme lui une situation exceptionnelle pour se faire présenter chez les Verdurins. Mais Swann aimait tellement les femmes qu'à partir du jour où il avait connu à peu près toutes celles de l'aristocratie et où elle n'avait plus rien eu à lui apprendre, il n'avait plus tenu à ces lettres de naturalisation, presque des titres de noblesse, que lui avait octroyé le faubourg Saint-Germain, que comme à une sorte de valeur d'échange, de lettres de crédit dénuées de prix en elles-mêmes, mais lui permettant de s'improviser une situation dans tel petit trou de province ou tel milieu obscur de Paris, où la fille du hobereau ou du greffier lui avait semblé jolie. Car le désir ou l'amour lui rendait alors un sentiment de vanité dont il était maintenant exempt dans l'habitude de la vie, bien que ce fût lui sans doute qui autrefois l'avait dirigé vers cette carrière mondaine où il avait gaspillé dans les plaisirs frivoles les dons de son esprit et fait servir son érudition en matière d'art à conseiller les dames de la société dans leurs achats de tableaux et pour l'ameublement de leurs hôtels, et qui lui faisait désirer de briller aux yeux d'une inconnue dont il s'était épris, d'une élégance que le nom de Swann, à lui tout seul, n'impliquait pas. Il le désirait surtout si l'inconnu était d'humble condition. De même que ce n'est pas à un autre homme intelligent qu'un homme intelligent aura peur de paraître bête, ce n'est pas par un grand seigneur, c'est par un rustre qu'un homme élégant craindra de voir son élégance méconnue. Les trois quarts des frais d'esprit et des mensonges de vanité qui ont été prodigués depuis que le monde existe par des gens qu'il ne faisait que diminuer, l'ont été pour des inférieurs. Et Swann, qui était simple et négligent avec une duchesse, tremblait d'être méprisé, posait quand il était devant une femme de chambre. Il n'était pas comme tant de gens qui, par paresse ou sentiment résigné de l'obligation que crée la grandeur sociale de rester attachés à un certain rivage, s'abstiennent des plaisirs que la réalité leur présente en dehors de la position mondaine où ils vivent cantonnés jusqu'à leur mort, se contentant de finir par appeler plaisir, faute de mieux, une fois qu'ils sont parvenus à s'y habituer, les divertissements médiocres ou les supportables ennuis qu'elles renferment. Swann, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. Et c'étaient souvent des femmes de beauté assez vulgaire, car les qualités physiques qu'il recherchait sans s'en rendre compte étaient en complète opposition avec celles qui lui rendaient admirables les femmes sculptées ou peintes par les maîtres qu'il préférait. La profondeur, la mélancolie de l'expression glaçaient ses sens que suffisait au contraire à éveiller une chair saine, plantureuse et rose. Si en voyage il rencontrait une famille qu'il eût été plus élégant de ne pas chercher à connaître, mais dans laquelle une femme se présentait à ses yeux parée d'un charme qu'il n'avait pas encore connu, rester dans son quant à soi et tromper le désir qu'elle avait fait naître, substituer un plaisir différent au plaisir qu'il eût pu connaître avec elle, en écrivant à une ancienne maîtresse de venir le rejoindre, lui eût semblé une aussi lâche abdication devant la vie, un aussi stupide renoncement à un bonheur nouveau, que si, au lieu de visiter le pays, il s'était confiné dans sa chambre en regardant des vues de Paris. Il ne s'enfermait pas dans l'édifice de ses relations, mais en avait fait, pour pouvoir le reconstruire à pied d'œuvre sur de nouveaux frais partout où une femme lui avait plu, une de ces tentes démontables
comme les explorateurs en emportent avec eux. Pour ce qui n'en était pas transportable ou échangeable contre un plaisir nouveau, il l'eût donné pour rien, si enviable que cela parut à d'autres. Que de fois son crédit auprès d'une duchesse, fait du désir accumulé depuis des années que celle-ci avait eu de lui être agréable, sans en avoir trouvé l'occasion, il s'en était défait d'un seul coup en réclamant d'elle par une indiscrète dépêche une recommandation télégraphique qui le mit en relation sur l'heure avec un de ses intendants dont il avait remarqué la fille à la campagne, comme ferait un affamé qui troquerait un diamant contre un morceau de pain. Même après coup, il s'en amusait, car il y avait en lui, racheté par de rares délicatesses, une certaine muflerie. Puis, il appartenait à cette catégorie d'hommes intelligents qui ont vécu dans l'oisiveté et qui cherchent une consolation et peut-être une excuse dans l'idée que cette oisiveté offre à leur intelligence des objets aussi dignes d'intérêt que pourrait faire l'art ou l'étude, que la vie contient des situations plus intéressantes, plus romanesques que tous les romans. Il l'assurait du moins, et le persuadait aisément aux plus affinés de ses amis du monde, notamment au baron de Charlus, qu'il s'amusait à égayer par le récit des aventures piquantes qui lui arrivaient, soit qu'ayant rencontré en chemin de fer une femme qu'il avait ensuite ramenée chez lui, il eût découvert qu'elle était la sœur d'un souverain entre les mains de qui se mêlaient en ce moment tous les fils de la politique européenne, au courant de laquelle il se trouvait ainsi tenu d'une façon très agréable, soit que par le jeu complexe des circonstances, il dépendit du choix qu'allait faire le conclave s'il pourrait ou non devenir l'amant d'une cuisinière. Ce n'était pas seulement d'ailleurs la brillante phalange de vertueuses douairières, de généraux, d'académiciens, avec lesquels il était particulièrement lié, que Swann forçait avec tant de cynisme à lui servir d'entremetteur. Tous ses amis avaient l'habitude de recevoir de temps en temps des lettres de lui, où un mot de recommandation ou d'introduction leur était demandé avec une habileté diplomatique qui, persistant à travers les amours successives et les prétextes différents, accusait, plus que n'eussent fait les maladresses, un caractère permanent et des buts identiques. Je me suis souvent fait raconter bien des années plus tard, quand je commençais à m'intéresser à son caractère, à cause des ressemblances qu'en de toute autre partie il offrait avec le mien, que quand il écrivait à mon grand-père, qui ne l'était pas encore, car c'est vers l'époque de ma naissance que commença la grande liaison de Swann, et elle interrompit longtemps ses pratiques, celui-ci, en reconnaissant sur l'enveloppe l'écriture de son ami, s'écriait « Voilà Swann qui va demander quelque chose. À la garde !» Et soit méfiance, soit par le sentiment inconsciemment diabolique qui nous pousse à n'offrir une chose qu'aux gens qui n'en ont pas envie, mes grands-parents opposaient une fin de non-recevoir absolue aux prières les plus faciles à satisfaire qu'ils leur adressaient, comme de le présenter à une jeune fille qui dînait tous les dimanches à la maison, et qu'ils étaient obligés, chaque fois que Swann leur en reparlait, de faire semblant de ne plus voir, alors que pendant toute la semaine, on se demandait qui on pourrait bien inviter avec elle, finissant souvent par ne trouver personne, faute de faire signe à celui qui en eût été si heureux. Quelquefois, tel couple ami de mes grands-parents, et qui jusque-là s'était plaint de ne jamais voir Swann, leur annonçait avec satisfaction et peut-être un peu le désir d'exciter l'envie, qu'il était devenu tout ce qu'il y a de plus charmant pour eux, qu'il ne les quittait plus. Mon grand-père ne voulait pas troubler leur plaisir, mais regardait ma grand-mère en fredonnant « Quel est donc ce mystère? Je n'y puis rien comprendre. » ou « Vision fugitive. » ou « Dans ces affaires, le mieux est de ne rien voir. » Quelques mois après, si mon grand-père demandait au nouvel ami de Swann « Et Swann, le voyez-vous toujours beaucoup ?» la figure de l'interlocuteur s'allongeait. « Ne prononcez jamais son nom devant moi. »« Mais je croyais que vous étiez si liés. » Il avait été ainsi pendant quelques mois le familier de cousins de ma grand-mère, dînant presque chaque jour chez eux.
Brusquement, il cessa de venir, sans avoir prévenu. On le crut malade, et la cousine de ma grand-mère allait envoyer demander de ses nouvelles, quand, à l'office, elle trouva une lettre de lui qui traînait par mégarde dans le livre de compte de la cuisinière. Il y annonçait à cette femme qu'il allait quitter Paris, qu'il ne pourrait plus venir. Elle était sa maîtresse, et au moment de rompre, c'était elle seule qu'il avait jugé utile d'avertir. Quand sa maîtresse du moment était au contraire une personne mondaine, ou du moins une personne qu'une extraction trop humble ou une situation trop irrégulière n'empêchait pas qu'il fît recevoir dans le monde, alors pour elle il y retournait, mais seulement dans l'orbite particulier où elle se mouvait ou bien où il l'avait entraînée. Inutile de compter sur Swann ce soir, disait-on, vous savez bien que c'est le jour d'opéra de son américaine. Il la faisait inviter dans les salons particulièrement fermés, où il avait ses habitudes, ses dîners hebdomadaires, son poker. Chaque soir, après qu'un léger crêpelage ajouté à la brosse de ses cheveux roux avait tempéré de quelque douceur la vivacité de ses yeux verts, il choisissait une fleur pour sa boutonnière et partait pour retrouver sa maîtresse à dîner chez l'une ou l'autre des femmes de sa coterie. Et alors, pensant à l'admiration et à l'amitié que les gens à la mode, pour qui il faisait la pluie et le beau temps, et qu'il allait retrouver là, lui prodigueraient devant la femme qu'il aimait, il retrouvait du charme à cette vie mondaine sur laquelle il s'était blasé, mais dont la matière, pénétrée et colorée chaudement d'une flamme insinuée qui s'y ajoutait, lui semblait précieuse et belle, depuis qu'il y avait incorporé un nouvel amour.